avec plus de 475 000 spectateurs en France, ainsi qu'une recette de 120 millions de dollars au box-office rien que dans les salles américaines dès son premier week-end d'exploitation, Spider-Man Across the Spider-Verse enregistre le deuxième meilleur démarrage dans le secteur de l'animation après Mario Bros le film des studios Illumination. Je vous l'ai promis lors de ma dernière vidéo critique sur le film que je traiterai le studio derrière ce chef-d'œuvre. Et il s'agit bien de Sony Pictures Animation. Voulez-vous connaître son histoire? On va voir ça ensemble. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Déjà, je voudrais vous remercier pour l'accueil que vous m'avez offert pour ma précédente vidéo, qui est juste la critique la plus longue que j'ai faite sur ma chaîne. Après, c'est un peu de la triche, parce que j'ai traité 2 films. Et ne vous inquiétez pas, je pense qu'une vidéo encore plus longue et encore plus poussée dans son analyse sur le Spider-Verse risque de sortir l'année prochaine avant la sortie du 3e opus au cinéma. Si vous ne voulez pas la rater, vous pouvez bien sûr vous abonner à cette chaîne. Le mec qui prend en otage les gens, tu sais. Vous pouvez également me soutenir avec un like, un partage sur les réseaux sociaux dont mon Twitter où je suis très actif, et enfin en activant la cloche pour vous prévenir des différentes sorties de la chaîne. Mais bref, étant donné que vous aimez bien ce format de vidéo, j'imagine que vous devez avoir hâte de connaître l'histoire de Sony Pictures Animation. Mais d'abord, j'aimerais remercier le partenaire de cette vidéo. Le revoilà pour une seconde édition, Odoo mesdames et messieurs. Vous vous rappelez de Odoo? Oui. Peut-être. Forcément, car vous êtes une communauté en or. Mais laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Odoo est un logiciel de gestion tout en un, vous offrant un éventail d'applications vous permettant de créer votre site internet gratuitement et à vie, avec bien évidemment rapidité et simplicité. Encore une fois, je m'adresse à vous non pas en tant que simple spectateur passif, mais bien comme jeune travailleur passionné. Entrepreneur, artiste, monteur vidéo, photographe ou dompteur de tigres. Ouais, non, peut-être pas celui-là. Un moyen parfait pour exposer votre vitrine à de potentiels clients ou juste vous-même et votre entourage. En seulement quelques étapes, votre site est prêt à refléter votre personnalité avec un très grand choix de couleurs et de templates par défaut. Il ne vous restera plus qu'à drag and drop des contenus imagés ou écrits en rapport avec votre domaine d'activité. Regardez mon site, il est pas trop stylé? Enfin bref, Odoo inclut également l'hébergement et le support à vie ainsi qu'un nom de domaine personnalisé pendant 1 an. Merci encore à Odoo pour avoir encore une fois sponsorisé la chaîne. Afin de me soutenir gratuitement dans mon travail, rien de plus simple, cliquez sur le premier lien disponible dans la barre de description et sur le commentaire épinglé. Et laissez-vous guider dans la création de votre site. Sur ce, bonne vidéo et merci Odoo. Chers amis, plongeons-nous tous ensemble dans l'univers de ce studio, jeune mais à la fois très actif. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Sony Pictures Animation. Générique. Sony Pictures Animation. Une structure assez particulière car enchevêtrée dans un système pyramidal, comme je l'ai abordé dans ma vidéo sur l'histoire du studio Illumination qui connaît à peu près le même cas de figure. Allez la voir d'ailleurs si le sujet vous intéresse. Après cette vidéo, bien sûr. Allez, c'est parti. Vous connaissez sûrement tous la marque Sony, cette célèbre multinationale japonaise fondée en 1946, bien qu'officiellement en 1958 sous cette appellation. Basée à Tokyo et opérant dans différents domaines variés comme l'électronique, l'informatique, la téléphonie et ce qui nous intéresse le plus, l'audiovisuel dans sa globalité avec le cinéma, les jeux vidéo et la musique. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais je m'attaque à un sacré mastodonte. Mais heureusement sur une branche assez spécifique, le cinéma, et encore plus spécifique vu qu'on parle d'animation sur cette chaîne. Et les chiffres donnent le vertige. Sony, actuellement présent dans 183 pays, comprend plus de 100 sociétés à travers le monde, dont Sony Music Entertainment, Sony Interactive Entertainment, Sony France, etc. etc. Au secours. Je ne vais pas trop m'attarder sur ce système pour parler un maximum d'animation, mais il est tout de même de bon ton de poser un minimum les bases de l'histoire de Sony Pictures Animation. Sony donc possède plusieurs filiales et celle qui suit notre cheminement se trouve aux États-Unis. On commence à être habitué. Sony Corporation of America est tout simplement la filiale américaine de Sony et dont le siège social se situe à New York. Sa création date de 1960 et sert avant tout à propager l'influence de Sony aux États-Unis et donc par extension à travers notre monde occidental. Car pour ce qui est de notre domaine, le cinéma, les Américains sont clairement les plus doués. Et l'une de ces filiales de Sony Corporation of America est plus connue aux yeux du monde. Il s'agit tout simplement de Sony
Sony Entertainment. Et là, il y a un peu plus à dire sur le sujet. Situé en Californie, Sony Pictures Entertainment base son activité dans la production et la distribution de films au cinéma, de programmes télé et de vidéos sur internet. Sa date de création remonte à 1987, mais la date importante à retenir se déroule 2 ans plus tard avec l'achat de Sony de la Columbia Pictures, l'une des plus grandes sociétés de production cinématographique au monde. À ce moment-là, Sony voulait se lancer dans le domaine du cinéma, ce qui est à mon sens une très bonne décision. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'histoire et des activités de Sony Pictures Entertainment, car j'aimerais accélérer sur mon sujet et j'y reviendrai ponctuellement. Mais une chose importante à retenir, c'est à quel point Sony Pictures Entertainment est un empire écrasant. À sa botte, plusieurs grands groupes et sociétés comme la Columbia TriStar Motion Pictures Group, la Sony Pictures Television Group, possédant notamment Crunchyroll, le Sony Pictures Studios, la Sony Pictures Home Entertainment et enfin la Sony Pictures Digital, possédant les 2 dernières filiales qui nous intéressent, les 2 sœurs Sony Pictures Imageworks et Sony Pictures Animation. Putain, mais enfin, je commençais à manquer de souffle. On va enfin pouvoir rentrer dans le vif du sujet, et oui, après 6 minutes de vidéo, c'est bon. On va commencer par la plus vieille des 2 sœurs, Sony Pictures Imageworks ou SPI, un studio canadien basé à Vancouver et se concentrant sur les effets visuels et l'animation par ordinateur. Créé en 1992 afin d'aider TriStar Pictures dans la réalisation de scènes difficiles employant des VFX, soit des effets visuels d'animation, en général intégrés dans les films live, comme avec le film Striking Distance, leur toute première participation en 1993. Mais la date à retenir de cette vidéo, c'est bien 2002. Et pour cela, on fait un tout petit saut en arrière de 1 an. Et oui, Sony Pictures Entertainment, ce petit filou, envisage de dégager son jeune studio Imageworks pour des raisons inconnues, mais ne trouvant aucun vendeur, il leur vint alors une idée. Il faut rappeler que le but de ce genre de société, c'est avant tout de faire du profit et oh, surprise, il existe un secteur particulièrement lucratif à ce moment-là, le cinéma d'animation en images de synthèse. Impressionné par les chiffres au box-office de Monstres et compagnie des studios Pixar, ainsi que Shrek des studios DreamWorks, Sony Pictures prit la sainte décision de se lancer lui aussi dans la course. En 2002, Sony Pictures Imageworks fut alors totalement reconfiguré et vit la naissance de sa petite sœur Sony Pictures Animation. La stratégie de Sony Pictures est simple, s'essayer à la création d'animations en images de synthèse tout en continuant la production d'effets visuels. SPI et Sony Pictures Animation se lancent dans la production d'un tout premier court-métrage afin de tester leurs capacités. Et cela n'a pas manqué puisque celui-ci remporta l'Oscar du meilleur court-métrage de 2002. Il s'agit du petit film Les Chub Chubs. Et non, je le prononce bien. Hey everybody, I just heard that Chub Chubs are coming. Chub Chubs? Ouais, c'est bizarre, je vous l'accorde, mais c'est un début, hein. Ils enchaînent l'année suivante avec le court-métrage Early Bloomer, qui est déjà plus facile à regarder pour le coup. Sony Pictures Entertainment, par le biais de ces 2 créations, a pu découvrir en amont ses forces et ses faiblesses. Car oui, l'exercice du court-métrage est souvent utilisé à des fins de test pour de potentielles grosses productions. J'en parle justement dans ma vidéo traitant du sujet. Ainsi, Sony Pictures Animation annonce en grande pompe dès 2003 la production de différents projets de longs métrages en animation, comme Les Rebelles de la Forêt, Tempête de boulettes géantes, Les Rois de la Glisse, ainsi qu'une version longue du court-métrage Les Chub Chubs. Et devinez lequel de la liste ne sera finalement pas adapté ? Sinon, il faut savoir qu'à partir de ce moment-là, Sony Pictures Imageworks fournira l'ensemble du travail de production d'images de synthèse, d'animation et de VFX pour presque tous les films de Sony Pictures Animation. En plus de travailler pour de nombreux studios à l'avenir, mais ça j'en parlerai tout au long de la vidéo. Il faut alors noter que SPI a un statut tout aussi important que sa société sœur. Comme exemple le plus parlant, je pourrais citer Illumination Studios Paris, fournissant le travail d'animation pour sa société mère Illumination Entertainment, qui elle est une société de production, souvent celle qui est mise en lumière d'ailleurs. Et c'est pour cela que j'accorde tout autant d'importance à Sony Pictures Imageworks pour leur travail. Mais vous voulez voir des films d'animation, bande de petits nostalgiques que vous êtes. Eh bien, soit, installez-vous confortablement, ça va partir très vite.
Petit disclaimer, mais je tiens à prévenir d'avance, je ne suis pas un énorme fan de la filmographie de Sony Pictures Animation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de films que je connais, mais que je n'ai volontairement pas vus par choix, et donc je passerai forcément moins de temps dessus, vu que je les ai pas tous visionnés, t'as capté. Bref, retour à la vidéo. C'est en 2006, alors que SPI travaille sur plusieurs projets à la fois, comme les films Superman Returns ou encore Monster House. Il y en a bien un qui attire notre attention, et c'est le tout premier de Sony Pictures Animation. Je parle bien sûr des Rebelles de la Forêt. À présent, pour survivre, la forêt, c'est pas un endroit pour les ours. Ils devront écouter leur instinct. Les Rebelles de la Forêt est un film d'animation américain réalisé par Jill Colton, Roger Allers et Anthony Stacchi. Il met en scène Boog, un grizzly domestiqué et dont le destin se retrouve chamboulé par Elliot, un cerf idiot et maladroit le menant malgré lui à quitter son quotidien. Il se retrouve alors loin de la civilisation, en forêt sauvage, à devoir fuir la menace de Shaw, un chasseur bien déterminé à tuer tout ce qui bouge. Pour un premier film, il reçut un accueil assez mitigé de la part des critiques comme du public, dû à la qualité assez médiocre de son scénario et des blagues un peu bas de plafond. Je m'en rappelle bien d'ailleurs, ça me faisait grave rire quand j'étais petit, mais là je suis sûr que si je le regarde de nouveau, je risque la crise de malaise instante. Et ça, c'est pas bon signe. Il existe une multitude de films d'animation sortis en 2006 et même bien avant que je rematerai sans souci et sans aucune gêne. Pour un budget quand même assez conséquent de 85 millions de dollars, il en rapporta près de 200 millions. Et c'est dur de l'admettre car je n'aime pas beaucoup ce terme, mais Les Rebelles de la Forêt s'inscrit dans une catégorie de film familial, ou pour la faire courte, un film pour enfants. Et j'en profite d'ailleurs pour expédier directement ces 3 suites. Oui, 3 suites, car elles sont sorties en direct ou DVD respectivement en 2008 pour le 2, 2010 pour le 3 et enfin en 2015 pour le 4. Après, je ne doute pas une seule seconde que beaucoup d'entre vous auront le sourire en vous rappelant de ce film. Sachez que tout au long de cette vidéo, je vais donner mon avis, mais vous avez bien évidemment le vôtre. On n'a pas tous eu la même enfance. Beaucoup d'entre vous sont d'ailleurs trop jeunes et n'auront tout simplement pas vu ces films aussi. Mais s'il y en a un que j'aimerais revoir tellement je l'ai bien aimé quand j'étais petit, c'est bien Les Rois de la Glisse. Et là il m'a dit, tu sais quoi petit, n'abandonne jamais, trouve ta voie, c'est la marque des champions. Tout le monde l'admirait, le respectait, l'aimait. Et un jour je serai comme lui. Sorti en 2007, ce film d'animation américain réalisé par Ash Brannon et Chris Buck raconte l'histoire de Cody, un jeune manchot, seul passionné de surf de sa colonie en Antarctique, se retrouvant recruté dans une compétition de surf sur l'île de Pingu en la mémoire du plus grand surfeur de tous les temps, Big Z. Ce film est assez spécial car il met en scène nos héros d'un point de vue d'une émission de télé-réalité, avec une équipe de tournage filmant les scènes et de temps en temps les commentaires des personnes interviewées. J'avais beaucoup aimé ce film, vraiment il me faisait bien kiffer. La caméra était vivante, nerveuse et nous mettait bien dans l'ambiance de l'émission. C'était marrant, plutôt joli et bien animé, même si bien sûr incomparable avec ce qui se faisait à côté, genre Ratatouille sorti la même année chez Pixar. Mais bon, on leur laisse un peu le temps de s'installer un peu. Pour un budget de 85 millions de dollars, il en rapporta 141 millions, ce qui est un petit flop, on va pas se mentir. Sûrement dû à la qualité toute relative du précédent film et peut-être une absence de communication et une concurrence écrasante. Mais bref, Les Rois de la Glisse, je pense le garder dans un coin de ma tête comme un bon souvenir et ne pas me risquer de le revoir car je pense que l'humour a un peu mal vieilli. Mais s'il y a bien un film qui fit parler de lui lors de sa sortie en 2009, comme étant aujourd'hui l'une des plus grandes icônes du studio, c'est bien Tempête de boulettes géantes. Tempête de boulettes géantes, adaptation libre du livre pour enfants Il pleut des hamburgers de Judy et Ron Barrett, et réalisé par, oh tiens donc, Phil Lord et Christopher Miller, comme on se retrouve. Du moins si on veut se la jouer roleplay, comme on se découvre. Car il s'agit bien là de leur tout premier long métrage ensemble. Et quel succès! Pour un budget de 100 millions, il en rapporta 245, mais au-delà de l'aspect financier, c'est bien par le retour public que ce film a marqué les esprits. Je ne l'ai pas vu beaucoup, et pourtant il reste
facilement en tête, car les personnages sont drôles et attachants, les situations loufoques, et qu'est-ce qui donne envie de bouffer sérieux. Tempête de boulettes géantes met en scène Flint Lockwood, un jeune inventeur, très différent du reste de sa communauté, vivant sur une petite île perdue dans l'océan Atlantique, et dont le business tourne entièrement autour de la pêche à la sardine. Pour des raisons évidentes de variété culinaire, Flint va mettre au point une machine transformant l'eau en nourriture, mais celle-ci va provoquer des catastrophes à l'échelle mondiale. Ce film est l'une des plus grandes références en termes de représentation de nourriture dans le cinéma d'animation. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs. Hop, c'est casé, comme d'hab, disponible dans la barre de description, tu connais. En clair, on a un démarrage plutôt honnête de la part de Sony Pictures Animation. Mais est-ce que cela va durer? On va très vite le savoir avec la sortie en 2011 du long métrage d'animation 3D, Les Schtroumpfs. Les Schtroumpfs, le film, réalisé par Raya Gosnell, est une adaptation libre de l'univers de Peyo, un auteur belge de bande dessinée. Il met en scène les aventures de ces petits êtres durant le festival de la Lune Bleue, dont leur existence est malmenée par le méchant Gargamel. Je ne vais pas citer tous leurs noms par peur de faire un AVC, mais le petit groupe fuyant Gargamel se fait aspirer par un vortex les menant à la ville de New York dans notre monde, faisant de ce film en réalité un film live mélangeant acteurs réels et personnages en images de synthèse, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, genre Hope, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Pour un budget de 110 millions, il en rapporta 197. Aïe, coup dur. Et pourtant, on aurait pu croire en une réussite en vue de la popularité de ces petits personnages. Mais malheureusement, c'est un sacré four. Et même au niveau des critiques, qui ne sont pas très bonnes. Mais moi, je crois l'avoir vu sans trop le voir, genre j'ai vite décroché. Je trouve que ce genre de film peut vite être cringe de fou. Mais j'aimais bien quand j'étais petit ce genre de film, avec Stuart Little, qui pour moi est le meilleur exemple. Mais ouais, Les Schtroumpfs, c'est un échec. Heureusement qu'il y a papa-maman derrière pour servir de coussin financier. Je parle bien sûr de Sony Pictures Entertainment et de Columbia Pictures. Quel beau petit couple, ayant d'ailleurs un bon ami avec qui ils vont collaborer. Il s'agit de la société Aardman Animation, avec qui Sony Pictures Animation conclut un partenariat financier en 2007. Ils produirent ensemble Les Pirates, bons à rien, mauvais en tout. Eh ben, sacré titre. Ici le pavillon! Remplissons ces coffres de putain rutilants! Et hop hop hop, je vais volontairement zapper celui-là, car je pense qu'il sera plus judicieux de ma part d'en parler dans une future vidéo sur l'histoire du studio Aardman quand je m'y consacrerai, surtout quand Chicken Run 2 sortira cette fin d'année. On passe donc vite à la suite, et là les amis, on a affaire à l'une des meilleures franchises de chez Sony Animation, leur apportant lumière et richesse, je parle bien sûr de Hôtel Transylvanie. J'ai voulu protéger ma petite fille, alors j'ai créé un endroit où tous les monstres seraient à l'abri. Loin d'eux! Hôtel Transylvanie, sorti en 2012 et réalisé par Jendy Tartakovsky, un grand nom de l'animation, met en scène tout le folklore horrifique des pays de l'Est de l'Europe en racontant l'histoire du comte Dracula, propriétaire de l'Hôtel Transylvanie, un établissement réservé aux monstres. Tout ce business mis en place depuis des générations se retrouve chamboulé par la venue de Johnny, un jeune humain qui n'est clairement pas la bienvenue en ces lieux, hormis aux yeux de Mavis, la fille de Dracula qui eut le coup de foudre pour lui. Pour un budget de 85 millions de dollars, ce qui est très en dessous des précédentes productions, il en rapporta en revanche 358 millions. C'est une sacrée réussite pour Sony Animation. Lui pour le coup, je m'en rappelle vraiment bien, car même s'il n'a pas surpris par la qualité globale de son scénario ou les chara-design de ses personnages, c'est bien de l'animation qu'il a été le plus impactant. Une animation vraiment folle, étirant ses personnages à l'extrême, donnant un aspect caoutchouteux et unique. Là où Disney Pixar pousse toujours plus loin dans la technique, le lighting et le compositing pour en mettre plein la vue, Hôtel Transylvanie se démarque par son travail d'animation loufoque et amusant. De toute façon c'est simple, presque tous les films d'animation de chez Sony ont pour caractère d'être familial, amusant et sans prise de tête, et c'est d'ailleurs en partie pour cela qu'il ne sortit jamais réellement du lot des studios d'animation avec les mastodontes qui se trouvent à côté. J'ai un bon souvenir de ce film. Il est plutôt bien réussi, même s'il reste tout de même très loin de mes coups de cœur de l'adolescence. Et malgré sa réussite explosive, cela n'empêcha pas Sony Pictures Animation de se diriger vers un chemin semé d'embûches, ne présageant pas que du bon pour son avenir. On va voir ça ensemble.
Hop, oui, la lumière a changé, il fait 30 000 degrés et j'ai décidé de tourner sur 2 jours. Mais revenons à notre vidéo. Bon, durant toute cette période, je vais volontairement passer vite sur certains de ces films, car de 1, l'horloge tourne, et de 2, je ne les ai pas tous vus. Et à raison, parce que bon, faut pas déconner, hein. Il y avait d'autres films à voir à côté, et puis bon, il fallait bien que je bosse à l'école, moi. Pour pas devenir un vieux youtubeur tout pété dans sa chambre, là. Venez, mes canailles. Nous devons capturer la Schtroumpfette. Elle est la seule à pouvoir nous donner la formule pour faire de vous des Schtroumpfs tout ce qu'il y a de plus bleu. On cite dans un premier temps les Schtroumpfs 2, qui est une suite directe du premier, mais cette fois-ci, ça ne se passe plus qu'à New York, mais également à Paris, parce que c'est vrai qu'il n'existe pas d'autres villes dans le monde selon Hollywood. Et même si les critiques sont toujours aussi mitigées face à ce film, il empocha la somme étonnamment grande de 347 millions de dollars pour un budget de 105. C'est fou comme à quel point, quand tu rajoutes de vrais acteurs, le prix du film global explose. Mais bref, c'est un film que je me suis refusé de voir perso, mais je suis sûr qu'il a trouvé son public, et c'est très bien. On enchaîne avec une seconde suite de la part du studio, Tempête de boulettes géantes 2, l'île des Niamnimo. Va vraiment falloir s'arrêter avec les noms à rallonge par contre. J'en reviens pas que le Flitsmedifer ait pu créer tout ça. C'est juste magnifique. Tempête de boulettes géantes 2 a beaucoup moins fait parler que son prédécesseur, et a raison. L'ayant vu que 2 fois, je manque peut-être d'informations, mais dans mes souvenirs, il n'a de supérieur au premier que sa technique avancée. Il est certes plus beau, plus impressionnant, plus recherché, plus spectaculaire, mais les gens ont moins accroché à l'histoire. On note tout de même qu'il a reçu un budget inférieur de 22 millions par rapport au premier, et il rapporta plus au box-office de 30 millions. Une plus grande réussite sur le moment donc, mais qui n'a pas survécu sur le temps. Ce qui n'est pas vraiment le cas pour le deuxième opus suivant, mais en même temps c'est de la triche, c'est l'un de leurs meilleurs produits. Fallait bien réussir sa suite, Hôtel Transylvanie 2. Mais avant de nous concentrer sur les sorties cinématographiques, j'aimerais tout de même rappeler un événement qui s'est déroulé du côté de chez Sony Pictures Entertainment en décembre 2014. J'en ai parlé dans ma précédente vidéo, mais Sony Pictures Entertainment fut victime d'un piratage massif de ses données, revendiqué par le groupe Guardian of Peace. Cette attaque informatique est l'une des plus importantes jamais subies par une entreprise aux États-Unis, qui accuse la Corée du Nord d'en être responsable. Et à la suite de ce piratage, des leaks ont été dévoilés, annonçant une volonté de monter un projet dans les années à venir, mais vous savez de quoi je parle. Mais revenons à nos vampires. On est dans le jardin de l'hôtel et on se grille quelques brochettes. Les gars, faut qu'on rentre. Où on a... Hôtel Transylvanie 2 possède l'un des budgets les plus bas du studio à cette époque, ce qui est assez incompréhensible en vue du succès qu'a connu le 1. Et encore une fois, surprise, il en rapporta bien plus au box-office. C'est juste fou. Il est même mieux accueilli par le public, sûrement séduit par l'histoire plus attachante, mettant en scène l'enfant de Johnny et Mavis, n'ayant pas les traits de vampire que Dracula souhaitait. Je me souviens également du studio, ayant bien compris tout l'intérêt du film, et également l'attachement qu'a eu le public envers les personnages, apporter bien plus d'attention à ce que l'animation soit d'autant plus impressionnante. La même année est sorti le long métrage Chair de poule, mais je ne vais pas en parler dans cette vidéo, car il ne constitue pas à mes yeux un film d'animation dans un premier temps, et surtout parce qu'il est produit avant tout par la société de production américaine Original Film, même si Sony Pictures Animation y a collaboré. Je ne parlerai donc pas également de sa suite en 2018. En 2016 sort un film d'animation des plus étonnants, car reprenant le concept d'un jeu mobile du début des années 2010. Je parle ici de Angry Birds le film. Salut Red, comment ça va? Oh, j'ai le nerf en boule. Nous allons apprendre à contrôler notre colère par le mouvement. Un film ayant fait pas mal de bruit à sa sortie, car plutôt bon malgré la peur qu'auraient pu avoir les spectateurs pour ce genre de produit tiré d'une licence, où concrètement il n'existait pas vraiment d'histoire. J'ai longtemps hésité à en parler de celui-là, parce que ce film n'est pas produit par les studios Sony Pictures Animation comme beaucoup le croient. Rovio, le studio finlandais à l'origine de la série de jeux vidéo, avait misé gros sur le film d'animation, entièrement produit en interne pour relancer les ventes de produits dérivés. Il est tout de même distribué par Sony Pictures et Columbia. Le film est beau et ça c'est vraiment à noter, et il se détache même du style de Sony Animation. Il fut un succès au box-office avec 352 millions de dollars de recettes pour un budget variant entre 75 et 150 selon les sources, car la production en interne a été plus que chaotique. Sa suite sortie en 2019 est quant à elle produite par Sony Animation en collaboration avec Rovio. 2017, on replonge une nouvelle fois dans l'univers des Schtroumpfs, mais cette fois-ci avec
avec un film totalement différent des deux précédents, car considéré comme un reboot. Les Schtroumpfs et le village perdu. S'il y a réellement d'autres Schtroumpfs, nous devons les trouver. Ça voudrait dire que le village perdu n'est pas une légende? Et maintenant vous parlez de cartes et de schtroumpfs mystérieux. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est pas tes oignons, Schtroumpf curieux. Réalisé par Kelly Asbury, ce film d'animation est une refonte complète de la franchise, car se concentrant justement sur l'animation 3D, ainsi qu'un redesign complet des petits personnages bleus. Et heureusement, hein, parce que les visions de cauchemar que c'était avant, là au moins le résultat est bien plus fidèle à la BD d'origine. Je pourrais facilement le comparer au Astérix de Alexandre Astier, bien que les Schtroumpfs et le village perdu ne connut pas un grand succès, avec un très petit budget de 60 millions pour un résultat au box-office de 197. C'est tout de même une refonte plus que bienvenue qui mérite d'être soulignée. Bien joué à eux pour la remise en question de leur production. Et là, mesdames et messieurs, on va s'attaquer à un très gros morceau qui a beaucoup fait parler, et pas en bien. Oui, vous sentez son aura planer au-dessus de cette vidéo et arrivant au fur et à mesure que les dates défilent. On est toujours en 2017 et sort au cinéma pour le plus grand plaisir des jeunes les plus cool et branchés d'entre nous, Le Monde Secret des Emojis. Bon, d'accord, sois cool. Voici le monde secret caché à l'intérieur de votre téléphone. Wouhou! Là où les emojis comme moi travaillent et vivent. Réalisé par Tony Leondis, ce film d'animation d'aventure comique, emoji pleure de rire, emoji aubergine, emoji The Rock, met en scène Alex, un jeune garçon dont son téléphone regorge d'applications formant la cité de Textopolis, là où vivent tous les emojis, ayant comme unique but dans la vie que d'être choisi pour illustrer le prochain texto que Alex va envoyer. Mais nos héros emojis vont s'embarquer dans une aventure qui va mal tourner, blablabla, au secours. Le film à sa sortie obtient un accueil largement négatif de la part des critiques, puis du public. Rien qu'à voir son score sur Rotten Tomatoes, ça en dit long sur le produit. Après, c'est ça de faire des films écrits par des boomers pour les jeunes. Genre, on est en 2017 les gars. L'iPhone 1 est sorti 10 ans plus tôt. Hein. Du coup, les situations sont juste gênantes, pas drôles et bas de plafond. Tu peux faire des films pas ouf, hein, Sony, hein, mais là, t'as chié dans la colle. Leave me alone! Après, tu me diras, il a été rentable car pour 50 millions de budget, il en rapporta 217. Donc bon, c'est de l'argent de poche en plus. Je vous invite d'ailleurs à voir la super vidéo de Roboucan traitant du film. Lien dans la description. Je ne vais pas trop m'attarder sur le film suivant, L'Étoile de Noël, lui aussi sorti en 2017, décidément, parce que tout simplement je ne l'ai pas vu. Mais sachez que vous pouvez tout à fait avoir la curiosité d'aller le voir, tout comme je devrais le faire. Il n'a eu qu'un budget de 20 millions de dollars, ce qui est très peu, mais il a tout de même réussi l'exploit de sortir en salle et d'avoir sa musique nominée à la cérémonie des Golden Globes. C'est cool. Je ne l'ai pas vu, mais pour ceux qui l'ont fait, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je suis curieux. Entrez les amis, le jardin est à nous. Surtout, faites-vous plaisir. Attends, c'est pas toi qui voulais me manger? Montre-moi un peu tes dents. Allez, fais-moi un petit... Pierre Lapin, sorti en 2018, un film que j'ai plutôt bien apprécié premier degré, car assez drôle, touchant et plutôt bien réalisé dans ses images de synthèse, car oui, je ne vais pas en parler en détail, puisqu'il s'agit d'une énième comédie mêlant prise de vue réelle avec des acteurs et de l'animation. Réalisé par Will Gluck, c'est une adaptation des aventures de Pierre Lapin, écrite par l'écrivaine anglaise Beatrix Potter. Tiens, c'est original ça. Bellatrix Potter. Et je vous invite à aller le voir, c'est assez feel good et sans prise de tête. Un film de daronne un peu. Par contre, s'il y en a bien un que je vous conseille, c'est bien Hôtel Transylvanie 3, des vacances monstrueuses. Que puis-je faire pour vous, Seigneur des Ténèbres? Je cherche le grand amour. Vous cherchez une grande armure. Ce n'est pas ce que j'ai dit, je veux faire une rencontre. Je veux de l'amour. Je comprends. Vous voulez des rats morts. Hôtel Transylvanie 3, toujours réalisé par le même homme depuis le premier du nom, sorti en 2018 et se déroule dans la continuité du 2. Le film met bien plus l'accent sur Dracula, déprimé de la mort de sa femme et fatigué de la gestion de cet hôtel. Mavis, sa fille, eut l'idée de partir en croisière réservée aux monstres pour des vacances bien méritées. Mais la capitaine du navire, Erika, n'est tout autre que la descendante de Van Helsing, un célèbre tueur de monstres. Film vraiment chouette, hein. Il n'a pas eu des retours publics si positifs que ça, peut-être dû au ton plus léger et à la redondance de la franchise. Mais pour le coup, il reste l'un des plus gros succès du studio, avec pas moins de 528 millions de dollars de recettes pour un budget de seulement 65. C'est énorme comme écart. Mais moi, ce que je retiens le plus, c'est ça, bordel.
Cet extrait est tout simplement devenu une référence dans le monde des animateurs 3D. Je ne parle pas de la qualité toute relative de la modélisation, des textures encore trop absentes, du compositing léger ou quoi, mais bien de l'animation. Une sacrée performance. J'inclus Hotel Transylvanie 3 dans mon discours, mais vraiment 2018 marque un vent de fraîcheur dans la filmographie de Sony Pictures Animation. Peut-être n'était-ce pas volontaire, peut-être était-ce un coup de chance, mais en tout cas, je pense que le public a pris conscience de la place que prenait ce studio dans l'univers animé actuel. À l'aube d'une décennie qui approche, une nouvelle ère pour Sony Pictures Animation. Donc, après le succès de Hotel Transylvanie 3 durant l'été 2018, arrive alors le messie qui mit une bonne fois pour toutes la lumière sur ce studio d'animation, Spider-Man New Generation. Et non, c'est pas totalement vrai malheureusement. À sa sortie, il connut un accueil plutôt timide bizarrement, avec des résultats au box-office de 384 millions pour un budget de 90. Cependant, tel un phénix, il vécut une seconde naissance grâce au retour unanime sur la qualité abyssale de son scénario, sa mise en scène et ses graphismes surtout, du jamais vu dans l'industrie mainstream d'animation occidentale. Un film qui changea définitivement les codes de ce médium, bouleversant le paysage cinématographique des années à venir, que ça soit en interne du studio ou au-delà. Mais ça, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo. Et pour le coup, je ne fais pas ma promo là, c'est juste que je n'ai pas envie de me répéter, surtout quand c'est 2 vidéos à la suite. Je vous redirige donc vers celle-ci qui se trouve en barre de description. On peut donc continuer avec l'année suivante et la sortie de la suite, Angry Birds, copain comme cochon. Fred, je sais qu'on a eu de petits différends. Mais on a découvert une 3e île. Tire une autre boule de glace! Et ils cherchent à nous exterminer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce film fait office de suite du premier, mais cette fois-ci sous les rênes de Sony Animation, ayant vu tout le potentiel de cette licence. Et c'est malheureusement un échec cuisant. Aïe. Aïe. Coup dur pour Guillaume. J'ai parlé d'une nouvelle ère de Sony tout à l'heure. Ouais, bon. Je pense qu'il est sorti dans l'indifférence générale. Même moi, je ne l'ai pas vu. Et ça se ressent dans ses chiffres. Un score un peu plus que 2 fois supérieur à son budget. C'est assez médiocre. Surtout après les chiffres des précédentes productions. Et pour ceux l'ayant vu, on a des retours plus que mitigés. Un film en soi oubliable donc. Et là, chers amis, le moment qui me frustre le plus de toute la vidéo. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va s'attaquer à mon 3e film préféré du studio. Mais on ne va pas en parler ici, puisque je compte en consacrer une vidéo entière sur le sujet. Vous l'aurez deviné, il s'agit des Mitchell contre les machines. On est les Mitchell, il n'y a que nous qui puissions sauver le monde. Je suis trop désolée pour vous. Et vraiment, je ne fais absolument pas ça pour vous prendre en otage ou vous obliger à vous abonner pour espérer voir cette vidéo sortir un jour. Je tiens mes promesses, elle sortira et j'ai beaucoup à dire car ce film est pour moi une masterclass qui n'a pas forcément connu le succès que j'attendais car beaucoup aujourd'hui ne l'ont pas forcément en mémoire quand on aborde le studio Sony Animation. Ça serait bête de le sous-estimer car les Mitchell ont énormément apporté au monde de l'animation et ont encore beaucoup à offrir. Hâte en tout cas de me plonger dedans. Voilà, je prends des risques de ne pas trop en parler maintenant, mais si vous êtes énervé, j'ai un remède pour vous. C'est d'appuyer sur le pouce en l'air en bas de cette vidéo et de cliquer sur le bouton s'abonner si ça n'est pas déjà fait. Je vous promets, ça détend de fou. Mais bref, on passe à la suite, la même année, avec le Dragon Génie. Je te salue, ô grand maître. Les cieux se sont ouverts. Tes souhaits vont être exaucés. Oh, un petit paysan. Ça va être vite plié alors. Le Dragon Génie est un film américano-chinois réalisé par Chris Applehands et produit par une farandole de studio. Je n'ai pas forcément les chiffres exacts au niveau des recettes car il est sorti directement sur Netflix si je ne dis pas de bêtises. Un film reprenant le concept très utilisé d'une divinité offrant 3 vœux à un jeune homme un peu loser qui cherche à séduire une fille inaccessible, le tout saupoudré d'une morale sur la lutte des classes en Chine et de l'amitié. Un scénario plus que basique donc, mais qui ne m'a pas non plus laissé de marbre, car le film est vraiment feel good et plutôt beau n'empêche. Le dragon est le gros point fort du film, et mention spéciale à sa doublure française Jérémy Prévost. Un film que je vous conseille en tout cas. Il ne révolutionne absolument rien, mais il mérite tout de même notre attention et notre amour. Un amour que n'a pas forcément reçu le prochain film lui aussi sorti en 2021, Vivo. Andrés et moi chantons de la même voix, jusqu'au jour où la lettre arriva. Martha? Vivo
est un film d'animation musicale américain réalisé par Kirk DeMicco. C'est le premier film musical des studios Sony Pictures Animation et c'est important de le souligner. Le film a été présenté pour la première fois à DreamWorks Animation en 2010 par Lin-Manuel Miranda, mais a été malheureusement annulé comme de nombreuses autres productions à ce moment-là. Le projet a ensuite été relancé par Sony Pictures Animation en 2016 avant de sortir sur Netflix en 2021. Il n'a été que très peu vu et pas beaucoup de personnes n'en a réellement parlé, car il est vite tombé dans l'indifférence générale malgré des retours positifs des critiques comme du public. Si vous aimez l'ambiance de Cuba et de sa musique, vous pouvez lui donner sa chance. Bon, au final, je suis un peu peiné, car je qualifie cette ère pré- et post-2020 comme étant un vent de fraîcheur chez Sony Pictures Animation, mais au final, beaucoup de films sortent dans l'indifférence. De nombreuses sorties directement en streaming et des chiffres qui ne suivent pas. Le tout bien sûr sous l'épée de Damoclès qui est le Covid ayant bouleversé le secteur du cinéma partout dans le monde. Mais comme pour chaque pente descendante que connaît un studio, la formule qui marche est en général de sortir une énième suite. Peut-être la suite de trop? Ouais, vous l'avez deviné. Hôtel Transylvanie, changement monstre. Non, 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 t'es un humain et je suis un monstre. On doit rectifier ça en vitesse. Pas une minute à perdre. Hôtel Transylvanie 4 est cette fois-ci réalisé non pas par Genndy Tartakovsky, mais par Derek Drymon et Jennifer Kloska. Il fait suite aux 3 précédents volets. En résumé, le film renverse ses propres codes, et là où Johnny se transforma enfin en monstre pour plaire à son beau-père Dracula, un incident fit que tout le reste de l'hôtel se transforma en humain. Le film n'a pas été très bien accueilli. En fait, à vrai dire, j'ai plus vu des mèmes et des moqueries dessus sur Twitter que de réels retours positifs. À croire que la licence tourne en rond, on dirait. En tout cas, le public a tout de même été plus gentil à son égard que les critiques. Mais je peux tout à fait comprendre que son style d'humour, son scénario et surtout sa patte graphique laissent le public assez mitigé. C'est vrai qu'on pouvait s'attendre à bien mieux de la part du studio, ayant quand même produit Spider-Man et les Mitchell. En termes de qualité graphique, c'est clairement à la traîne pour ce dernier opus de Hôtel Transylvanie. Mais là, ça y est, ça suffit, Sony Pictures l'a compris. Il est à la ramasse et n'a pas envie de s'enfermer dans une formule familiale qui ne plaît plus. Sony a envie de voir grand et ça depuis 2018 de toute façon. Certes, il y eut une succession de mauvaises décisions, mais s'il y en a bien une qui fut la bonne, celle-ci sortie dans nos salles de cinéma il y a quelques jours de cela. Je le sais, vous le savez, nous sachons tous, mais un extrait ne va pas nous faire de mal. We are supposed to be the good guys. We are. Et là encore désolé, je vais devoir vous renvoyer à ma précédente vidéo pour connaître mon avis sur le film. Je peux tout de même vous apporter quelques précisions sur les chiffres actuels. Il faut savoir que Spider-Man Across the Spider-Verse est un succès phénoménal aux États-Unis et un peu plus modeste en France malgré les critiques quasi unanimes. Le film connaît évidemment un meilleur démarrage que le premier. Il reçoit la note de 9,1 sur 10 sur le site IMDb, ce qui fait de lui le film de super-héros le mieux noté de l'histoire, au-dessus de The Dark Knight. C'est juste incroyable, surtout pour un film d'animation. Avec une durée de 140 minutes, il est en effet le plus long film d'animation jamais produit par un studio américain. Le film est sorti il y a quelques jours, donc il faut lui laisser le temps de progresser encore plus, mais à l'heure actuelle, il est déjà à 250 millions de recettes pour un budget de 100 millions. Une immense réussite qu'on lui souhaite, et qui n'est pas près de se terminer de sitôt. Il constitue le deuxième meilleur démarrage de l'année, après Super Mario Bros le film, et le 10e film le plus rentable de 2023. Encore une fois, c'est pas fini, hein. Il peut encore gagner des places. Mais bref, allez voir ce film au cinéma, il est incroyable. Il le mérite clairement parce qu'il est important pour la pop culture, pour le cinéma et pour le monde de l'animation. Vraiment, allez le voir et après, allez voir ma vidéo sur le sujet. Oui, là c'est de la promo. Mais bref, ainsi se termine la longue liste des films de chez Sony Pictures Animation. Et on va pouvoir conclure. Ah là là, Sony Pictures Animation, que dire de toi? Des films clairement inégaux, souvent oubliables, ayant mal vieilli, mais à la fois de belles madeleines de Proust, ayant illuminé mon enfance, et surtout quelques trop rares films que je pourrais classer facilement dans mon top 20 de mes films d'animation préférés. Tu es un studio étrange, Sony Animation. Tu as tout le budget nécessaire à ta guise grâce à ta maison mère, et pourtant, vu que le secteur de l'animation est encore méprisé, tu ne peux t'exprimer pleinement et on sent tout de même une bonne volonté de ta part.
Spider-Man Beyond the Spider-Verse sort l'année prochaine, et je ne doute pas une seconde qu'il sera l'un des films les plus attendus de l'année 2024, avec un immense public au rendez-vous. Je souhaite réellement la réussite de cette franchise, qui mettra fin au personnage de Miles Morales au cinéma, du moins dans sa forme animée, car est déjà annoncé une envie de réaliser un film en live action. À voir pour la suite. Sony Animation doit comprendre une bonne fois pour toutes où se diriger, car il a été beaucoup trop maladroit durant toutes ces années. Je crois en lui et en ses projets pour l'avenir, et espère de tout cœur qu'ils nous proposeront de super films d'animation. En attendant, profitons de ce qu'on a actuellement au cinéma. Merci Sony Pictures Animation pour ce film, et surtout, merci Sony Pictures Imageworks pour les travaux d'animation. Vous méritez votre Oscar pour cette franchise Spider-Man. On croise les doigts pour vous l'année prochaine. Mon travail est à présent terminé. C'était l'histoire du studio Sony Pictures Animation. Voilà, j'espère que cette longue vidéo vous a plu. Je pense que c'est la plus longue de ma chaîne encore une fois. Je sais pas comment je fais pour faire toujours plus long à chaque fois, mais bref. Vous aurez remarqué que j'ai volontairement zappé les courts-métrages du studio, car ça aurait pris trop de temps à traiter et je n'ai pas forcément toutes les données et les supports vidéo dessus. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. On touche presque du bout des doigts les 15 000 abonnés. Vous pouvez également me soutenir avec un like, un partage sur mon Twitter Fénisio et un commentaire. Je vous mets enfin dans la barre de description le lien vers ma page Tipeee si vous voulez me soutenir financièrement, ça serait vraiment chouette. Et merci encore à Odoo pour avoir sponsorisé cette vidéo. Premier lien dans la description. Mais sur ce les amis, je vous laisse. Continuez de regarder des films d'animation, renseignez-vous sur les studios derrière leur création, allez au cinéma, vivez une vie animée, mais surtout, n'arrêtez jamais de rêver. À la prochaine.